Oui, bonjour. Alors, Marie-Josée, DPJ DP Montérégie et moi-même, DPJ DP Gaspésie-Les-Îles, sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de participer à cette belle journée LSJPA. On a eu le privilège, comme DP, de travailler avec Jean-Sébastien, qui est coordonnateur du Continuum Jeunes Contrevenants au CIUS Centre-Sud de Montréal, qui sera votre présentateur de la trajectoire plutôt clinique LSJPA. Et Jean-Sébastien est accompagné de Daisy, qui est une déléguée auprès de la clientèle Jeunes Contrevenants. Donc, c'est Jean-Sébastien qui va faire le partage de la présentation. Je vous laisse entre bonnes mains et on sera avec vous à la fin de la présentation aussi. Alors, merci, Madame Frenette. Je vais tenter de partager. Donc, est-ce que tu me confirmes, René André, que vous voyez effectivement la diapo? Je pense que c'est en train d'arriver, mais pas encore. Oui, là, c'est là. Et je vais la mettre en mode lecture. Donc, ben, merci beaucoup de nous laisser un espace pour parler de la trajectoire. Vous allez voir effectivement que le carré de sable dans lequel on joue et on œuvre, il y a des principes qui vont être renommés, qui ont été discutés là, par nos partenaires là, des PCP. Mais comme on dit souvent avec notre clientèle, la répétition fait partie aussi du processus. Donc, vous allez voir qu'il y a certains éléments qui sont importants et qui reviennent guider en fait certaines de nos interventions. Alors, pour débuter, au niveau des orientations des directeurs provinciaux, il est important là, de nommer que, au niveau de leur responsabilité, là, il s'agit de promouvoir une approche clinique, de recourir à l'évaluation différentielle pour déterminer les services, offrir des services de qualité visant à diminuer le risque de récidive, développer des programmes d'intervention qui sont diversifiés et appropriés et pris en compte des intérêts des victimes, et finalement s'assurer de la protection du public à court et à long terme. Évidemment, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais il y a des déclarations de principe qui viennent guider le tout, qui soit la protection effectivement du public, le système distinct de celui pour les adultes, principe de culpabilité morale moins élevé, responsabilité juste et proportionnelle et règles spéciales s'appliquant aux adolescents. Je vous ai mis une petite situation ici qui vient mettre au niveau du programme de sanctions extrajudiciaires un peu la philosophie là, qui supporte, c'est-à-dire que le programme de sanctions extrajudiciaires tire ses origines de la volonté de développer des alternatives à la judiciarisation des affaires impliquant des adolescents ayant commis certaines infractions en faisant appel aux ressources de la communauté afin de répondre à leurs besoins particuliers de façon plus adéquate, de les responsabiliser quant à leur acte délictueux et d'éviter leur comparution devant les tribunaux lorsqu'une intervention sociale est suffisante pour éviter la récidive. Donc, au niveau des programmes de sanctions extrajudiciaires, je ne reviendrai pas au niveau là, par rapport au rôle du DPCP, mais évidemment, lorsque le DPCP saisit le directeur provincial de la situation d'un adolescent, le directeur provincial doit procéder à une évaluation et à une orientation et effectivement en arriver à une détermination de la sanction s'il y a lieu. Donc, à l'issue, le DP aura la responsabilité de recourir à une sanction extrajudiciaire ou encore de renvoyer le dossier au DPCP pour voir là, à ce que des poursuites puissent être autorisées ou encore regarder si procéder dans le fond à un arrêt de l'intervention serait justifié. Certaines conditions d'application des sanctions extrajudiciaires aussi sont présentes, c'est-à-dire la nature et le nombre d'infractions antérieures commises. Les sanctions doivent être prévues dans le cadre d'un programme autorisé et la personne qui envisage de recourir à la sanction est convaincue qu'elle est appropriée compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société. Évidemment, l'adolescent a librement accepté d'en faire l'objet. L'adolescent est avisé de son droit au service d'un avocat et on lui a donné la possibilité d'en consulter un. L'adolescent reconnaît sa responsabilité du fait constitutif de l'infraction qui lui est imputée. Donc, au niveau toujours des programmes de sanctions extrajudiciaires, l'évaluation consiste généralement à une entrevue avec le jeune et ses parents. L'entrevue est axée sur différentes sphères de vie. Ici, on nomme la famille, l'école, l'emploi, les pairs. Et au niveau des parents, le cadre légal stipule qu'un des parents doit être avisé. Par contre, l'orientation des directeurs provinciaux est que les deux parents doivent être informés de la situation de leur adolescent, invités à contribuer également au processus évaluatif et encouragés à participer à l'application de la décision par la suite.
Après l'évaluation différentielle, l'adolescent a librement accepté d'en faire l'objet, se reconnaît responsable, veut réparer, a été avisé de son droit de consulter un avocat, comme je le disais. Au niveau du délégué jeunesse, évalue que la sanction est suffisante pour faire cesser la conduite délinquante et convaincu qu'elles sont appropriées compte tenu des besoins du jeune et de l'intérêt de la société. Les restrictions à l'application de la sanction, évidemment, si l'adolescent nie toute participation, si l'adolescent refuse également toute mesure de réparation et désire être jugé par le tribunal. En termes d'obligation, le délégué doit impliquer les parents dans la démarche d'évaluation. Le délégué doit informer les parents également de la sanction. Priorité à la médiation avec la victime. Donc, évidemment, ici, donc, on parle vraiment de voir la possibilité d'une médiation qui peut être directe ou indirecte. Et vraiment, il y a un rôle de l'OJA Équijustice avec qui nous sommes partenaires dans l'application des sanctions extrajudiciaires. Donc, le programme est complété par une entente entre les DP et les OJA et Équijustice, une entente qui précise les objectifs et les modalités d'application des sanctions extrajudiciaires. Le programme de sanctions extrajudiciaires, en fait, c'est une entente qui est signée avec le jeune, copie aux parents, un maximum de 6 mois de délai de réalisation. À la réussite de la sanction, fermeture, donc arrêt de l'intervention. Au niveau d'un échec de cette même mesure, donc il y a une modification qui est possible ou encore un retour au DPCP pour judiciarisation. Il arrive parfois de réussite partielle, possibilité de fermeture, arrêt de l'intervention. On parle vraiment des cas très spécifiques là, où l'atteinte a été presque maximisée et qu'il y a une évaluation différentielle qui soit faite de la situation. Donc, c'est une entente de collaboration entre les DP et l'OJA et Équijustice. Il y a une hiérarchisation des mesures, je vais y revenir, une possibilité de plusieurs sanctions extrajudiciaires, il n'y a pas d'automatisme, et une suggestion, évidemment, de pratiques qui visent le respect des délais. Au niveau de la hiérarchisation des mesures, donc, on vise dans un premier temps la réparation du préjudice causé à la victime, réparation envers la collectivité ou encore le développement de certaines habiletés sociales. Cette entente précise aussi les responsabilités respectives de chacun des organisations et leur imputabilité et formalise aussi le cadre de leur collaboration. Elle présente également des éléments devant guider la détermination du type de sanctions extrajudiciaires auxquelles il faut recourir à la suite de l'évaluation de la situation d'un adolescent. Par exemple, pour le jeune lui-même, la pratique préconise le choix d'une mesure qui vise la réparation des torts causés et qui tend vers une compréhension du sens de la réparation par le jeune. La personne victime, la pratique place la personne victime au centre du processus de réparation en tenant compte de ses besoins et de ses préoccupations, tout en s'assurant que la mesure choisie fait aussi sens à ses yeux. Et au niveau de la collectivité, la pratique priorise l'application d'une mesure favorable à la réintégration de l'adolescent dans la communauté. La mesure doit être porteuse de sens aussi pour la collectivité afin de réaffirmer l'importance des liens sociaux. Alors, certains rappels juridiques, donc je vais aller quand même rapidement par rapport à la distinction entre les mesures extrajudiciaires et sanctions extrajudiciaires. Vous en avez discuté auparavant. Donc, ainsi, bien que différents l'une de l'autre, ces deux types de mesures doivent être cohérents et complémentaires. C'est pourquoi les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers visent davantage à informer et sensibiliser les adolescents aux conséquences de leur conduite plutôt que de sanctionner le comportement. Évidemment, l'hébergement en centre de réadaptation, en CR, ne peut pas être une sanction. Les sanctions ne peuvent compter plus de 120 heures de travaux. Et si la victime en fait la demande, elle peut être informée de l'identité de l'adolescent et de la nature de la sanction. Donc, le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l'introduction de poursuites dans le cadre de la LHPA. Le tribunal pour adolescents peut prendre en compte les sanctions extrajudiciaires réalisées par un adolescent dans le cadre de l'imposition d'une peine spécifique. Et les sanctions extrajudiciaires incluses à titre d'antécédent à prendre en compte par le tribunal pour pouvoir ordonner un placement sous garde. Donc, à ce moment-ci, ce que je ferais, c'est je vais cesser en fait le partage. L'objectif étant de donner la parole à une intervenante terrain. Donc, j'aimerais vous introduire Madame Daisy Girard, qui est déléguée jeunesse au niveau des jeunes contrevenants. Nous avons demandé à Daisy de peut-être juste venir discuter avec vous en quelques minutes de son rôle et comment se passent concrètement ces rencontres-là avec nos jeunes et nos familles.
Alors, Daisy, je te laisse la parole. Merci Jean-Sébastien. Écoute, je sais que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, fait que si jamais tu vois que je déborde trop, ben essaie de me ramener, OK? Dans le fond, c'est sûr que, tu sais, pour nous, là, quand on évalue les jeunes, d'avoir l'opportunité d'assumer les conséquences de ses gestes, puis de se responsabiliser, puis dans certains cas aussi de réparer les torts causés, ben, c'est sûr que c'est un avantage en soi, autant pour le jeune que pour les familles. Parce que, tu sais, même si ça crée un déséquilibre, là, puis que ça marque l'interdit pour le jeune, ben, c'est sûr que c'est beaucoup moins menaçant, puis beaucoup moins anxiogène pour un jeune de bénéficier du programme des sanctions extrajudiciaires que de passer par tout le processus judiciaire. Fait que c'est sûr qu'on a souvent des jeunes qui sont assez collaborants, des jeunes puis des familles qui sont aussi très reconnaissants là, de pouvoir participer à ce programme-là. Puis tu sais, c'est sûr aussi que pour les jeunes pour lesquels on est plus dans de la délinquance commune ou pour ceux que c'est plus des erreurs de parcours, ben je pense que c'est vraiment une plus-value puis c'est vraiment comme un avantage pour eux de pouvoir bénéficier de ce programme-là que dans le fond, de vivre tout le stress qui vient là, avec le processus judiciaire. Pour faire du pouce, ce que Jean-Sébastien disait, là, c'est sûr que le fait aussi que les victimes sont contactées, sont consultées, c'est une plus-value dans l'intervention parce que pour les jeunes, je pense que c'est beaucoup plus concret d'entendre, ben oui, les conséquences. Là, je parle surtout quand c'est de la médiation. Là, on n'est pas toujours dans des sanctions là, qui s'orientent vers une médiation, mais parfois, ça peut aussi être, par exemple, un échange de lettres, des excuses, même parfois des excuses écrites, une compensation financière qui est versée à la victime. Bien, c'est sûr que c'est plus concret pour le jeune qui a commis un délit, d'entendre, ben oui, il y a eu telle conséquence sur la victime, puis moi, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce geste-là? Puis souvent, ben, ce processus-là, je trouve, favorise beaucoup là, la motivation du jeune pour plusieurs jeunes de réparer le geste, puis de pas juste ben je vais assumer les conséquences de mes gestes, puis après ça, on n'en parle plus. Tu sais, des fois, on est vraiment dans, ben oui, j'ai le souhait quand même de réparer le geste ou le tort que j'ai causé parce que j'ai l'opportunité de le faire. Sinon, je ne sais pas si j'ai encore du temps, Gia, ça va? Absolument, continue. C'est tout à fait pertinent. Je pense que les gens apprécient encore plus entendre des gens te C'est sûr que quand on se retrouve là, face à un jeune qui vient nous voir là, pour l'évaluation au niveau des sanctions extrajudiciaires, on a souvent accès à des jeunes puis des parents qui arrivent un peu stressés, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Puis souvent, quand on leur explique c'est quoi le programme des sanctions judiciaires, on sent vraiment une baisse là, au niveau de OK, je suis moins méfiant, je suis moins stressé, là, je comprends, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Puis dans 80% des situations, on a vraiment une très bonne collaboration. Ça amène aussi, là, ça amène vraiment souvent des beaux échanges, des beaux échanges dans une ambiance qui est souvent plus conviviale parce qu'on a vraiment l'impression que les familles sont reconnaissantes là, d'avoir cette opportunité-là. Fait que généralement, ça se passe très, très bien, puis on a vraiment, la collaboration de tout le monde dans ce processus-là. Fait que je trouve vraiment que le programme des sanctions extrajudiciaires pour plusieurs de nos jeunes, je pense que c'est comme la meilleure avenue pour eux. Merci beaucoup, Daisy. Très apprécié. Puis je tiens vraiment à te remercier. Je pense que ça te mettait en déséquilibre aussi de venir devant plusieurs personnes. Comme je 500 t'avais dit, on personnes, oui. était une dizaine, une quinzaine. Donc, merci à toi d'avoir relevé le défi. Je vais retourner à notre présentation. Donc, alors, comme vous voyez, j'ai mis davantage l'accent sur le programme de sanctions extrajudiciaires, qui est un peu notre porte d'entrée de consultation. Évidemment, il y a plein d'autres trajectoires lorsqu'on parle effectivement de judiciarisation. Ça a été évoqué tantôt, une liste de peines plus spécifiques. Donc, je vais faire un petit tour également, peut-être en vous donnant plus d'informations, étant donné que par rapport à notre continuum au niveau du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, du continuum jeunes contrevenants, on dessert quand même plusieurs services. On a quatre dans le fond, équipes secteurs pour couvrir l'île de Montréal pour francophones, mais également des unités d'hébergement, donc de garde fermée, donc 4 unités de garde fermée francophones et 2 unités de garde ouverte. Donc, l'évaluation différentielle est vraiment au cœur de nos pratiques. Le RPD est la démarche la plus complète en lien avec l'évaluation différentielle.
décrites précédemment. Une évaluation qui doit être axée sur les risques et les besoins liés aux facteurs criminogènes. Donc, évaluation du niveau d'engagement dans un mode de vie délinquant, évaluation du profil de délinquance, évaluation du niveau de risque de récidive. Donc, on parle quand même d'une implication qui doit frôler le 35 heures mis par un professionnel au niveau de cette évaluation-là, dans lequel là, plusieurs outils sont utilisés également là, pour aller évaluer là, ce risque-là ou cet engagement-là dans la criminalité. Donc, au niveau du contenu du rapport, on parle de résultats d'entrevue avec l'adolescent, avec les parents, père et mère, résultats d'une entrevue avec la famille élargie si possible, résultats d'une entrevue avec la victime, autant que le tout soit possible, éléments pertinents concernant l'adolescent lui-même, les antécédents judiciaires ou extrajudiciaires, les éléments permettant d'apprécier l'encadrement familial et les ressources communautaires, les éléments pour éclairer le tribunal dans l'examen des mesures de rechange au placement sous garde, et le droit des victimes d'être entendues par le biais d'un rapport prédécisionnel. Donc, elle doit être contactée et rencontrée, comme je vous dis, dans la mesure du possible. Au niveau de la capacité criminelle, on parle des éléments entourant la conduite délictueuse. Donc, la nature, la gravité des délits, les circonstances du passage à l'acte, le degré de participation, le degré de motivation, la délinquance qui est connue, mais qui peut également être auto-révélée par l'adolescent, perception de la délinquance et de ses conséquences dans la vision que l'adolescent a. Et évidemment, les capacités sociales, donc quelles sont les attitudes, les traits de personnalité, le milieu familial, le milieu scolaire et de travail, la relation des activités sociales, la consommation de drogue et alcool. Donc, vous voyez qu'on parle vraiment d'un champ d'évaluation qui est très large pour essayer d'avoir un portrait vraiment de l'adolescent pour être en mesure d'orienter des recommandations par rapport à ce rapport. Au niveau des suivis des peines, on en a parlé préalablement, donc certains suivis des peines, donc je vous en nomme quelques-uns, suivi de probation, donc avec ou sans suivi. Ici, je vais vous parler peut-être plus avec suivi, dans lequel on a des équipes de délégués jeunesse qui suivent nos jeunes et tout repose sur cette évaluation-là. Donc, quelle est l'intensité qu'on doit donner à ces jeunes-là qu'on dessert dans la communauté, dans la collectivité. Donc, on a vraiment des outils qui nous amènent à voir quel type d'intensité on doit adresser et selon également les conditions qui sont ordonnées par la Cour, que ce soit des couvre-feux, la participation obligatoire, par exemple, à des ateliers cliniques. Il y a effectivement le suivi de placement et surveillance dont l'application est différée. Il y a le suivi dans le cadre de la surveillance après le placement. Comme vous savez, dans une peine de placement, dans le fond, de garde et surveillance, il y a une partie de la peine qui doit se passer dans la communauté. On travaille très, très fort pour effectivement mettre des mesures dans lesquelles on va préparer cette réinsertion sociale-là pour que cet atterrissage-là dans la communauté soit travaillé, mais également encadré par des professionnels, que nos jeunes au jour 1 se sentent vraiment dans une obligation de répondre à certains attendus. Donc, c'est vraiment des efforts qui sont mis en place parce que par moment, il arrive qu'on ait des adolescents qui purgent de longues peines d'hébergement et donc de réintégrer la communauté, comment on s'assure d'avoir des liens forts avec certains organismes communautaires, mais également un filet de sécurité qui permet ce retour-là. Donc, idéalement, pour tous ces types de suivi, le niveau d'intensité, comme je vous disais, donc, doit être adapté aux besoins criminogènes. Ce qui m'amène à la détermination donc, du niveau de garde. Donc, quand on parle de placement et surveillance, je vous parlais tantôt de garde fermée, de garde ouverte. Donc, évidemment, le niveau de garde fermée offre un niveau de sécurité statique qui est effectivement plus grand. Je vous dirais que c'est un vécu partagé avec les adolescents, pratiquement 24 heures sur 24. Les adolescents ont une programmation qui est adaptée aux besoins, à l'évaluation des groupes qui sont en place. Quels sont les ateliers cliniques qui vont être mis en place dans leur quotidien. Au niveau de l'école, donc la scolarisation se fait également donc à l'intérieur du centre. Et donc, l'intervention de réadaptation à l'LJPA vise à réduire et le risque de récidive. Donc, c'est notre majeur. Et quelques informations sur le rôle au niveau des directeurs provinciaux. Pardon, donc, vraiment, donc, nos directeurs ont des responsabilités qui parfois peuvent être également très sensibles, que ce soit par exemple la levée de surveillance, de garde différée avec l'émission d'un mandat d'arrestation, des congés provisoires après le premier tiers, les recommandations d'assujettissement et de transfèrement en milieu de vie adulte. Donc, c'est des choses qui arrivent pour certains adolescents. Dossiers qui sont médiatisés avec des accusations graves et
les examens statutaires, donc surtout pour les longues peines. Et finalement, je viens conclure la boucle en vous donnant quelques informations, en discutant avec un collègue justement de la Montérégie. On est vraiment dans une ère où ce que les gens cherchent beaucoup à se parler puis à essayer de vraiment venir consolider des pratiques. Donc, pour ne pas le nommer, M. Bouvier, on discutait de ces sanctions-là en chiffres. Et dans le fond, ce qu'on voulait vous lancer comme message final, c'est dans tout ce qui nous est référé comme type de demande pour les sanctions extrajudiciaires, il y a à peu près 80% des dossiers soumis qui sont acceptés en sanctions judiciaires, mais il faut surtout retenir que 94% de ces sanctions-là sont accomplies avec succès. Donc, on parle vraiment d'une bonne mesure, une mesure qui fonctionne avec les adolescents qui nous sont soumis à ce programme-là. Donc, c'est ce qui complète ma présentation. C'était tout un défi de rassembler beaucoup d'informations cliniques en si peu de temps, mais voilà ce qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui. Donc, un grand merci. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je vais laisser Mme Audette Ouais. enchaîner. Une petite minute parce que, évidemment, je veux m'assurer de bien utiliser le temps dont on dispose. D'abord, remercier là, les interlocuteurs, les précédents présentateurs, notamment une petite pensée puis un petit merci spécial à Daisy qui a probablement utilisé tout son courage ce matin. Vive Teams, ça nous permet, Teams et Zoom, ça nous permet de ne pas constater l'ampleur de l'audience. Une fois ça dit, je veux remercier évidemment là, les collègues du DPCP de la même façon, ainsi que Jean-Sébastien. Je souhaite aussi faire un clin d'œil à Juge Proulx. Je ne sais pas s'il est encore parmi nous, mais évidemment, il nous a, je vais le dire en toute simplicité, il nous a tiré vers le haut par rapport à nos pratiques, remis en question, créé des occasions aussi de continuellement avoir des initiatives et penser en dehors de la boîte. Alors, un petit clin d'œil à Juge Proulx pour toutes ces années et cette grande contribution-là. Essentiellement, je résumerai mon propos ainsi, là, en toute conclusion. C'est sûr que la LGPA est vraiment est venue tracer la voie au Québec sur le fait de comment on veut traiter de façon distinctive nos adolescents. Et ça, dans l'actualité, actuellement, je vais le dire comme ça, un petit pléonasme plutôt, on est à même de constater que certains délits sont assez odieux et on aurait le goût de pouvoir, on aurait le goût de judiciariser davantage. On aurait le goût d'avoir des sanctions un petit peu plus punitives ou des mesures un peu plus punitives. Je pense que je nous mets en garde collectivement par rapport à tout ça. Les précédentes présentations sont venues mettre en lumière le fait qu'il nous faut travailler ensemble, il faut considérer l'adolescent dans son développement, dans cette perspective-là qui est différente des adultes. La force de notre partenariat va certainement nous amener à continuer à faire évoluer nos pratiques et s'assurer d'avoir toujours des interventions justes, des interventions, des mesures justes et des peines qui sont aussi justes. L'idée n'est pas non plus de sombrer dans du trop soft, là, si vous me permettez l'expression, mais il faut toujours s'assurer d'avoir la bonne dose au bon moment pour le bon adolescent. Donc, gardons le cap sur les orientations, sur les grands principes aussi qui nous guident dans l'intervention en matière LSJPA. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là aussi où les rôles ont été bien décernés au niveau de l'application de la loi. Nous avons nos collègues du DPCP, ça a été identifié tantôt, le CAVAC, les policiers, ainsi que le DPJ, d'ailleurs, qui a un rôle important qui qui a pour mandat de garder le caractère social très à l'avant-plan et le caractère distinctif qu'on souhaite, qu'on s'est donné aussi au niveau du Québec. Donc, voilà, je pense que c'est important de se rappeler de tout ça. Puis je pense que la conclusion, la dernière planche que nous a présentée Jean-Sébastien, vient franchement nous démontrer l'importance de garder le cap sur les sanctions extrajudiciaires.
parce qu'on voit toute la réussite de ces mesures-là à travers le temps, mais pour chacun de nos adolescents. Alors, merci encore aux présentateurs et longue vie à notre LSJPA distinctif.